Nous allons nous intéresser au réseau et au volume Docker. Alors, dans un premier temps, vous lancez votre machine et vous vous assurez qu'elle va bien sur Internet avec la route default via 10.0.2.2. Vous pouvez pinguer l'adresse 8.8.8 pour vous assurer que ça fonctionne bien. Ensuite, vous vous assurez également que votre carte réseau ENP0S8 a bien une adresse IP. Alors ici j'ai la 3, peut-être vous avez autre chose. Dans un premier temps, on va se connecter en SSH à cette machine 168.56.3. Voilà, juste pour nous habituer surtout au SSH, on peut travailler directement sur la machine si on veut. Voilà. Alors on est donc sur la machine où on a installé Docker. On peut contrôler que Docker fonctionne bien avec Docker version pour nous assurer qu'on a bien et le client et le serveur, sinon ça ne va pas marcher. Alors, allons voir quels sont les types de réseaux que Docker a créés par défaut. Si on tape la commande Docker Network LS, on voit que Docker a créé un certain nombre de réseaux par défaut. Il y en a 3 ici qui vont nous intéresser, pour ceux qui sont créés par défaut. Le réseau qui s'appelle Bridge est de type Bridge. C'est celui qu'on a utilisé lors du premier cours, sans aller travailler dessus. Quand on a créé des conteneurs, chaque conteneur était connecté à ce réseau de type Bridge. Ensuite, les réseaux de type host, on va revenir dessus tout à l'heure, et les réseaux de type non. Celui-ci, c'est un réseau de type Bridge. On peut aller les inspecter. Par exemple, si je fais un Docker Network inspect Bridge, on voit bien ici que ce réseau de type Bridge, il est associé au sous-réseau 172.17.0.0 et la passerelle de ce sous-réseau, c'est 172.17.0.1. Souvenez-vous, c'est l'adresse IP qui était affectée à l'interface créée sur la machine hôte pour que les machines Docker puissent communiquer entre elles. Si on va voir l'autre réseau, celui-là, par exemple, on va l'inspecter. Alors Docker Network Inspect Docker underscore GW Bridge. Même chose. Là, on a un réseau de type Bridge, mais cette fois-ci, le sous-réseau est bien sûr différent. Si on va inspecter le réseau de type host, là, on constate qu'il n'y a pas d'adresse IP du tout. Ça, on va voir que c'est un type de réseau qui entraîne que la machine que l'on crée, son interface réseau, les ports qu'elle ouvre lorsqu'on y installe des services sont directement confondus avec la machine hôte. Ça peut être super intéressant. Et enfin, ici, on a le réseau de type non. Alors lui, ce réseau de type non, voilà, Docker Network Inspect non, on constate qu'il n'a pas d'adresse IP du tout qui lui a été affectée. Donc là, on va voir que c'est un type de conteneur qui est totalement isolé de la machine. On ne peut pas le pinguer, on ne peut pas y
installer des services auxquels on va avoir accès via une adresse IP, c'est un conteneur qui est complètement isolé. Commençons à travailler avec les réseaux de type bridge. On va d'abord créer un réseau de type bridge auquel on va donner un nom. Alors Docker Network create, comme son nom l'indique, -driver. Et le driver qu'on va utiliser, c'est le driver de type bridge. Le réseau qu'on va créer, c'est le réseau app-net. Voilà, donc notre réseau est créé. On va aller afficher la liste des réseaux pour nous assurer qu'il a bien été créé et on constate qu'il est là. On va aller l'inspecter avec un Docker Network inspect app-net. Et là, on constate que l'adresse IP qui lui a été affectée, c'est l'adresse réseau qui lui a été affectée, pardon, c'est l'adresse 172.20.0.0/16. On va créer des conteneurs qui vont être connectés à ce réseau-là. Alors les conteneurs qu'on va créer, c'est des conteneurs qui auront pour nom app1 et app2. Alors attention, si lors des travaux précédents, vous avez créé des conteneurs qui ont ce nom-là, il faut les supprimer. Docker, au cas où, Docker RM, app1. Si vous avez un conteneur qui s'appelle app1, vous le supprimez comme je fais ici. Si vous avez un conteneur qui s'appelle app2, vous le supprimez. Si vous n'en avez pas, donc les manipulations qu'on va faire ne devraient pas poser de problème. On va créer un conteneur qui va s'appeler app1, dans lequel on va installer une petite distribution Linux qui est la Alpine. Cette distribution Linux, elle possède tous les outils réseau, c'est-à-dire le ping, le ifconfig, etc. On n'aura pas besoin de les installer, c'est intéressant pour travailler. Docker run. Le conteneur qu'on va installer va s'exécuter en mode, que l'on va créer, pardon, va s'exécuter en mode détaché, en mode interactif et en mode terminal. Vous voyez, je peux coller tout ça. Le nom de ce conteneur, ce sera app1. Le réseau auquel on va le connecter. Donc, -network, ce sera le réseau app-net qu'on vient de créer ensemble. Voilà. Et, j'agrandis un peu, l'image que l'on souhaite qu'il va exécuter, c'est l'image Alpine. Et sur ce type de Linux, le bash s'appelle ASH, c'est-à-dire l'interpréteur, le shell, s'appelle ASH. On envoie, même chose, il nous dit qu'il ne trouve pas l'image localement, il va aller la récupérer, ça devrait être assez rapide, c'est une petite image, et voilà. Si je fais un Docker PS, voilà, je constate qu'il me l'a bien installé. On va installer un deuxième conteneur, vous rappelez la commande, on va lui donner le nom app2, cette fois-ci, à ce deuxième conteneur. Voilà, puisque l'image est téléchargée localement, ça va beaucoup plus vite. Si je fais un Docker PS, il y a bien deux conteneurs qui fonctionnent. Allons voir les conteneurs qui sont connectés au réseau app-net que l'on a créé. Si je fais un Docker Network inspect app-net, regardez, ici, au niveau du réseau qu'on a créé, et si je remonte un peu plus haut, on a bien l'adresse du réseau. Et si on vient plus bas,
on a la liste des conteneurs qui sont attachés à ce réseau-là. Pour app2, l'adresse IP qui lui a été affectée, c'est la 172.20.0.3, puisqu'il a été lancé, créé en deuxième. Et pour le conteneur app1, c'est 172.20.0.2. Alors, faisons un clear, on va aller s'assurer que les conteneurs communiquent bien entre eux. Alors, pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un docker container. Alors, je peux me passer de conteneur, hein, mais la semaine dernière, pour créer des conteneurs, on a fait directement docker run. Mais on peut préciser le contexte dans lequel on effectue la commande run en précisant docker conteneur. Hein. Donc ici, docker conteneur attache à pp1. C'est-à-dire que la semaine dernière, on s'était dispensé de conteneur ici. Mais là, on va préciser le contexte dans lequel on effectue la commande attache. Comme tout à l'heure, on a fait un docker network ls. Alors ici, on va s'attacher au conteneur app1. Voilà, on rentre dans l'invite de commande de app1. Alors, si je fais un ping, directement, je vais utiliser le nom de l'autre conteneur, ping app1. Ça fonctionne. On voit qu'en plus, le fait que l'on ait attaché les deux conteneurs au réseau que l'on a créé, app-net, il y a comme un petit DNS qui a été créé, puisque on voit que l'on peut pinguer les conteneurs avec leur nom. Alors, on va par exemple voir si on passe bien sur Internet. Ping www. On va par exemple pinguer le site docker.com, ça fonctionne. Donc, lorsqu'on crée un conteneur que l'on attache à un réseau de type bridge, on peut communiquer avec tous les conteneurs qui sont associés à ce réseau par leur nom, pas obligatoirement avec leur adresse IP, et de plus, on peut accéder à Internet. Alors, pour sortir de ce conteneur-là, il suffit de faire la commande, attention, hein, CTRL PQ. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous faites CTRL PQ, vous allez avoir le petit message read escape séquence normalement. Et si vous faites un docker PS, vous voyez, vous avez bien le conteneur qui continue à fonctionner. Alors si je refais un docker network inspect app-net, voilà, je vois que pour me souvenir juste de l'adresse IP de app1. On va rentrer dans l'autre conteneur, docker attache, docker, bon je vais faire attache hein, sans le contexte, hein, docker attache app2. Voilà, je rentre dans l'autre conteneur, docker attache app2, vous voyez là je n'ai pas précisé le contexte, hein, et on va tenter de pinguer, alors par adresse IP, le conteneur app1, 172.20.0.2, hein, c'est ce que je vois à l'écran, ça fonctionne. Et est-ce que si je le ping avec le nom app1, ça fonctionne? Vous voyez? Donc ça c'est intéressant de voir qu'on peut pinguer par adresse IP et par nom. On va ressortir de ce conteneur avec un CTRL PQ. Voilà, comme ça, les conteneurs continuent à fonctionner, parce que si vous faites un exit, hein, ça va arrêter le process. Alors, on va arrêter les deux conteneurs, docker container, stop, app1 et app2. Voilà, on les arrête tous les deux, et enfin, patiente un petit moment, des fois il fait sa petite lessive là pour que ça s'arrête, et on va les supprimer tous les deux.
également supprimer le réseau que l'on a créé, Docker Network RM app-net. Et si on fait un Docker Network ls, on voit que le réseau a bien été supprimé. Voilà, donc là, très bien. Donc on sait comment créer un réseau de type bridge. On a vu comment on pouvait connecter deux conteneurs autour de ce réseau de type bridge. On a vu qu'ils pouvaient communiquer entre eux, aller sur Internet et surtout communiquer avec leur nom, puisque le réseau de type bridge qu'on a créé comportait un petit DNS. On va parler de la publication de ports. On en avait parlé la semaine dernière, mais on va revenir un petit peu dessus parce que ça fait partie du réseau. Les adresses IP et les ports, ce sont des éléments qui sont spécifiques au réseau. On va donc créer un conteneur, Docker Container run, que l'on va appeler -nem. On va lui donner le nom NGINX. Alors attention, si vous avez un conteneur sur votre disque dur qui s'appelle déjà NGINX, parce que vous l'auriez créé sur la séance précédente, il va y avoir un message d'erreur qui va s'afficher, donc il faut préalablement supprimer ce conteneur avec la commande docker rm NGINX. Bon, on va aller jusqu'au bout de notre commande. Il va fonctionner en mode détaché, interactif et terminal. De plus, ce conteneur va mapper. Alors, il faut savoir que on va créer un conteneur qui fait fonctionner une image qui est l'image NGINX. NGINX, c'est quoi? C'est un serveur web au même titre que Apache. Le serveur web NGINX fonctionne sur le port 80. Voilà. Et donc, on va faire en sorte que le conteneur va exposer son port, va mapper le port 8080 de la machine locale. Vous voyez là, 8080, il ne s'agit pas du port qui sera donc affecté au conteneur sur lequel fonctionne le serveur NGINX, mais celui qui est affecté à la machine Debian. Donc 8080 de la machine Debian sera mappé au port 80 du conteneur et il fera fonctionner l'image NGINX. Alors moi ici sur mon disque cette image NGINX je ne l'avais pas je crois, donc il est parti la chercher. On fait un docker ps, on voit bien le conteneur NGINX qui fonctionne et on voit ici qu'il y a bien un mappage de port qui s'est opéré, c'est-à-dire que on a le port 80 du conteneur qui est mappé sur le port 8080 de la machine Debian. Alors comment on peut contrôler ça? Là on est sur la machine Debian. D'abord on va voir quelle est l'adresse IP inspect du conteneur qu'on vient de créer. C'est le conteneur NGINX. Docker inspect NGINX. On voit que l'adresse IP qui lui a été affectée à ce conteneur, c'est 172.17.0.2. On va, dans un deuxième temps, faire un curl 172.17.0.2. C'est-à-dire que ici, bon, on peut rajouter le port 80 pour dire que on souhaite interroger le serveur web NGINX que l'on a installé dans le conteneur 80. C'est comme si je faisais un HTTP de .//172.17.0.2. Si je valide, on voit bien que le serveur web NGINX installé dans le conteneur me répond bien. Et d'ailleurs, si je vais sur la machine hôte ici, si je lance
un navigateur, et si j'écris http://172.17.0.2, non, c'est pas 172, hein, excusez-moi. Voilà. Donc là, on voit que, non, c'était bien ça, hein, on voit qu'on n'y arrive pas. À partir d'une machine haute, hein, ça ne fonctionne pas, on n'accède pas au conteneur. Voilà. Donc on voit que là, c'est vraiment bien le conteneur qu'on interroge. Si maintenant je fais un if config pour avoir l'adresse IP, IP ADDR, alors si c'est pas installé, hein, IP ADDR, pour avoir l'adresse IP de ma machine Debian. Alors je vais remonter, là il y a plusieurs, je crois que c'est, voilà, c'était celui-là. Donc là je suis sur la machine 192.168.56.3. Alors, on va revenir ici, on va effacer donc cette machine à la machine Debian. La machine haute du conteneur Docker, elle a l'adresse 192.168.56.3. Alors regardez vous quelle est votre adresse IP. Et là si je fais un curl, alors je vais faire 192.168.56.3 et si je laisse le port 80. Alors ça fonctionne très probablement parce que je dois avoir un serveur qui fonctionne ici sur cette machine. Hein. S'il répond, c'est qu'il y a un serveur web qui fonctionne sur votre machine Debian. Alors je vais aller voir. Hein. Peut-être vous avez peut-être la même chose. Hein. Donc systemctl, hein, je suis sur la machine Debian. Là. Systemctl status Apache 2. Je parie que j'ai dû installer. Voilà. Donc là effectivement il faut d'abord alors on va désactiver hein, sudo systemctl. Alors je vais faire donc un stop Apache 2. Voilà. Vous voyez, parce que ça c'est intéressant de voir que si vous avez sur la machine réelle un serveur web qui fonctionne, ben, effectivement, donc on aura bien curl 192.168.56.3 2.80 qui va répondre. Maintenant je l'ai arrêté. Vous voyez, donc ça ne fonctionne pas. Donc, sur cette machine, actuellement, il y a un serveur NGINX qui fonctionne, hein, comme on peut le voir ici, qui a le NGINX qui écoute sur le port 80. Et on voit qu'à partir de la machine Debian, je ne peux pas accéder au port 80 du conteneur. Mais comme j'ai effectué le mappage vers le port 80-80 de la machine, vous voyez, quand je fais la même opération, mais je fais 80-80, cette fois-ci, NGINX répond. Et si je lance un navigateur à partir d'une autre machine, donc ici ma machine physique, hein, vous c'est Windows, et j'écris 192.168.56.3 2.8080, vous voyez, j'accède au serveur NGINX. Donc, voilà à quoi sert le mappage de port, hein, la publication de port avec l'option "-p". Hein. Vous voyez qu'on a utilisé ici dans la commande, hein, le "-p". On va se créer un deuxième conteneur qui va faire fonctionner NGINX, on va l'appeler NGINX1, mais cette fois, on va supprimer le mappage de port et on va écrire "-p", une autre option, et on va voir qu'est-ce que cette option "-p", qui publie également le port 80 sur la machine haute, comment elle travaille. Voilà. Donc si je fais un docker ps, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a bien une machine NGINX1 qui a été créée, mais que cette machine NGINX1, elle publie le port 80 du serveur NGINX qui fonctionne dans le conteneur sur un port qui a été choisi de manière aléatoire. Contrôlons. Alors pour ça, première des choses, on va aller récupérer déjà l'adresse IP
l'adresse IP de NGINX1. Voilà, l'adresse IP c'est 3. Donc si je fais curl 172.17.0.3, NGINX répond bien quand on interroge le conteneur. Et si je fais... Ah, par contre, il va falloir aller revoir... voilà, donc c'était 49.153. Et si je fais curl 192.168.56.3 2.49.153, NGINX répond bien. Alors au lieu de procéder avec l'adresse IP, j'aurais pu faire curl 127.0.0.1, hein, c'est ça l'adresse de boucle locale de ma machine Debian, hein. Et là vous voyez, donc j'aurais pu faire 8080, on voit qu'il y a bien un serveur NGINX, et sur l'autre port 127.0.0.1, il y a bien un serveur NGINX qui fonctionne. Voilà pour comprendre les possibilités de publication. Alors, premièrement, vous arrêtez les deux conteneurs en faisant la commande docker stop NGINX et NGINX1, vous validez. Et deuxièmement, vous supprimez ces deux conteneurs docker rm NGINX, NGINX1, vous les supprimez, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, on va passer au DNS et à la création de réseaux avec des adresses IP que nous on définit, et on va voir également comment on utilise un certain nombre de notions comme le fichier host et le hostname également. Alors d'abord, dans un premier temps, on va créer un conteneur docker conteneur run -name. On va donner un nom à ce conteneur, on va l'appeler app1 puisqu'on l'avait supprimé tout à l'heure. Et on va faire fonctionner une image Alpine à l'intérieur et bien sûr le shell ASH. On va créer un deuxième conteneur, donc on pouvait rappeler la commande, hein, qu'on va appeler app2. Docker container run -name app2 alpine ash. Si je fais un docker ps, bah oui, là j'ai oublié de préciser un certain nombre de choses. Alors quand on oublie comme ça, c'est tout simple, hein. Vous voyez, on va les supprimer. Docker rm, puisqu'il ne fonctionne pas, app1, app2, tout simplement. Oui. Voilà. On recommence, on rappelle la première commande, et bien sûr, hein, il faut préciser que à ce niveau-là, que je vais la faire fonctionner en mode détaché, interactif et terminal. Voilà. Et je rappelle la commande avec le app2, docker container run -name app1 -dit alpine ash. Donc quand vous vous trompez, surtout quand on est en formation, supprimez le conteneur comme j'ai fait, et puis vous recréez, hein, tout simplement. C'est pour ça que c'est intéressant que je laisse les erreurs sur cette vidéo pour voir comment on procède. Docker PS, on a bien les deux conteneurs qui fonctionnent. On va rentrer dans le conteneur app1, donc docker attache ou conteneur attache, hein, app1. Voilà, je suis dans le conteneur app1. Alors supposons que je fais, on va voir donc la commande ifconfig. La commande ifconfig me donne l'adresse IP du conteneur ETH0. Et si je fais hostname, vous voyez, voici le nom de cette machine. Et le fichier hostname. Hein. Donc, si je tente de pinguer à pp1,
ça marche pas. Si je tente de pinguer app2, ça marche pas. Vous voyez que ici, par rapport à la première fois où on avait créé un réseau qu'on avait appelé appnet, autour duquel on avait créé les deux machines app1 et app2, ici on a choisi de créer les machines app1 et app2 sans préciser le réseau auquel elles vont être affectées. Et cette fois, on ne peut plus les pinguer par leur nom. C'est pas possible. Et donc là, si par exemple je sors CTRL PQ, pour vous assurer que vous êtes bien sorti, il suffit de faire un Docker PS. Au cas où vous avez fait la mauvaise manip, il suffit juste de redémarrer la machine que vous ne voyez pas. Supposons, alors je vais refaire la manip. Je reviens dans Docker attache app1. Bon. Et supposons que je fasse, sans faire exprès, ici un exit. Donc Docker PS, la machine app1 n'apparaît pas. Il suffit de la starter. Docker start app1. Voilà. Vous voyez, donc quand je fais ça, Docker PS, les deux machines sont là. Donc pas de problème si on fait une petite erreur. Alors, donc, on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à pinguer les machines. Ok, on va essayer de voir pourquoi. Alors je recommence. Docker. Non, ce que je voulais contrôler, c'était déjà contrôler dans quel réseau ces machines sont. Alors, voyons, si je fais un Docker network inspect, on va voir si elles sont dans le réseau bridge qu'on avait listé par défaut. Oui, elles sont bien, vous voyez, donc on voit que les machines app1 et app2 sont bien dans le réseau bridge que l'on avait trouvé tout à l'heure quand on avait fait un Docker network ls. Si vous vous souvenez, on avait trouvé ce réseau bridge. Et donc c'est à ce réseau-là qu'elles ont été associées. Et il ne nous permet pas du tout, vous voyez, de pouvoir pinguer les machines par leur nom. Comment on pourrait régler ce problème? Alors, on va faire un Docker attache app1 et on va... Alors, je ne sais pas si nano existe. Non, alors, nano n'existe pas, c'est pas grave, on va utiliser VI. Tiens, alors VI /etc /hosts. Ce fichier-là, le fichier host, c'est un fichier qui va permettre de faire de la résolution de nom de manière statique. Qu'est-ce que c'est que la résolution de nom? Ça va permettre de définir, on va pouvoir définir dans ce fichier-là, si vous voulez, l'adresse IP et le nom des machines auxquelles elles sont associées pour qu'on puisse communiquer via le nom. J'ouvre ce fichier. Je me déplace avec la touche de direction. Voilà. Ensuite, j'appuie sur la lettre I du clavier. C'est comme ça qu'on passe en mode insertion dans VI. Alors, je peux aller au bout de la ligne, j'appuie sur la touche entrée et je vais indiquer que l'adresse IP 172.17.0.3 est associée à la machine app1. Et je valide, je précise que la machine 172.17.0.2 est associée à la machine app2. Alors, souvenez-vous, je les avais fait démarrer, moi, je les avais créés dans ce sens-là. J'avais d'abord créé app2 et app1, puisque je m'étais trompé. Si vous, vous avez plutôt créé d'abord app1 et app2 ensuite, pour vous, ce sera l'inverse. App1 sera associé à 0.2 et app2 à 0.3. Pour pouvoir sortir, quand on est dans VI, il faut appuyer sur la touche Escape. Vous voyez, c'est-à-dire, ça veut dire que là, je repasse en mode commande. Vous appuyez sur les deux points du clavier. Vous avez les deux points, vous voyez, ils vont apparaître en bas là. Vous voyez, regardez, hop,
deux points, hein, pour dire que je vais écrire une commande, et je vais écrire W pour dire que je vais sauvegarder ce fichier, et Q pour dire que je vais sortir. Hop, voilà. Faites un cat /etc/HOSTS pour vous assurer que ça a bien été pris en compte. Alors, là, actuellement, je suis sur la machine. Actuellement, je suis sur la machine APP1. Alors, voyons, si je ping APP1, est-ce que ça, déjà, ça marche? Oui, ça marche. Et si je ping APP2, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Vous voyez? C'est-à-dire que cette fois-ci, le fait que j'ai fait cette résolution de nom, ça fonctionne. Si on souhaite que APP2 fasse la même chose, ça devrait le faire. Alors là, on est content, on se dit, bon, bah c'est bon, on a résolu le problème. Ok, faisons un exit. Vous voyez, voilà, ça veut dire que j'ai arrêté la machine. Voilà, j'ai arrêté la machine APP1. Si je redémarre cette machine avec un docker start app1, docker start app1, ok. Et si, alors je vais contrôler un docker ps, voilà, les deux machines sont démarrées. Si je rentre dans la machine app1, bon, je suis tout content, donc on va faire un ping app1, ça fonctionne pas. Et si je fais un ping app2, ça fonctionne pas. Et si je regarde le fichier etc/hosts, on constate que les modifications n'ont pas été conservées. Là, on a un problème. C'est embêtant, ça. Voyons la même chose pour le fichier qu'on avait vu en cours, hein, le fichier hostname. C'est hostname. Vous voyez, ce fichier-là, il a intégré pour nom de machine ce nom-là. Alors, si on souhaite changer ça, hein, si par exemple je fais un vi/etc/hostname, voilà, j'appuie sur la touche I du clavier pour passer en mode insertion, j'appuie sur la touche suppress pour supprimer, et j'écris par exemple ici app1, c'est ça que je veux comme nom de machine. La touche escape, deux points, WQ, hop. Si j'écris hostname, si, ça n'a pas changé parce que il faudrait que je démarre la machine pour que ce soit pris en compte. Ça fait cat/etc/hostname pour m'assurer que le nom est bien le même. Et ben je me dis, si je fais un exit, hop, hein, donc ça veut dire que ma machine s'est arrêtée. Si je la reboot, hein, cette machine, si je la redémarre, docker start app1, si je rentre dans la machine avec un docker attache app1, voyons, hop, bah, ça ne fonctionne pas parce que si je vais voir le fichier hostname, il n'y a pas. Et si je vais faire la même chose avec le DNS, hein, cat/etc/resolve.conf, c'est dans ce fichier-là qu'on va trouver les adresses du DNS. Là, le DNS, il pointe vers 10.0.2.3. Ben, je me dis, tiens, je vais essayer de changer ça. etc/resolve.conf. Alors, c'est pas nano parce que je suis pas sûr que nano existe. On va faire plutôt un VI. Et si là, j'appuie sur la touche I, je me déplace avec la touche de direction ici, et je me dis, tiens, je vais plutôt lui donner le DNS de Google. Touche Escape, deux points, WQ, ok, je vérifie que la modification a bien été prise en compte, c'est parfait. Si je fais un exit,
et je redémarre ma machine. Je vais m'attacher à la machine app1. Si je fais un cat/etc/resolve.conf, on voit que ça ne fonctionne pas. Et donc, on voit qu'on ne peut pas persister le changement de DNS, de hostname ou le changement dans le fichier host. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Alors on va sortir de la machine app1, docker ps, on va stopper la machine app2, voilà. Le temps qu'elle veuille ça, et on va les supprimer toutes les deux pour pouvoir les recréer avec de bons paramètres. Alors je vais retourner sur la commande docker, voilà, donc docker run -nem app1, donc docker container run -nem app1 -dit alpine ash. Et ici on va déjà lui préciser le DNS que l'on souhaite avoir avec la commande -dns 8.8.8.8. donc ça va permettre de créer un conteneur, et dans les paramètres de Docker, donc le DNS sera inscrit. C'est pas nous qui allons faire la modification. Ensuite, on va apporter des modifications au fichier host. Alors pour ça, on va utiliser le paramètre -add host, et on va lui dire que, alors c'est ça, on va agrandir ici, voilà, voilà, on va lui dire que d'abord on aura une première machine. Alors, par contre, je ne me souviens plus de l'adresse. Oui. Alors, 172. 172. D'abord, c'est le nom d'hôte. Le nom d'hôte, ce sera app1. 2 points. Donc, cette machine qu'on est en train de créer. 172.17.0.2, puisqu'on veut la coller sur le réseau bridge par défaut. Donc là, et ça va permettre de préciser tout simplement le fait que dans le fichier host, on aura la correspondance entre app1 et son adresse IP. On va faire la même chose juste à côté. Vous voyez ici, -add-host égale à pp2 172.17.0.3. C'est-à-dire que là, on a rajouté les hôtes dans le fichier host. Et enfin, on va lui indiquer tout simplement ici que le hostname, c'est-à-dire le nom d'hôte de la machine, voilà, ce sera app1. app1. Voilà. On valide. Voilà. Donc vous voyez la commande docker container run -nem app1 -dit. On lui passe le DNS qu'on veut dans le fichier resolve.conf avec la commande -dns 8.8.8. On lui passe les correspondances adresse IP nom d'hôte que l'on veut retrouver dans le fichier host, et on lui passe le nom d'hôte. Cette façon de faire, ça va entraîner que ça va plutôt modifier le fichier JSON des propriétés du conteneur Docker. Donc ce sera pris en compte obligatoirement. Et là, ici, si maintenant je fais un docker ps, si je fais un docker attache app1, voyez, alors si je fais un cat/etc/hostname,
déjà, vous voyez, on retrouve app1. Si je fais un cat /etc/hosts, on retrouve bien les correspondances ici. Et enfin, si je fais un cat /etc/resolve.conf, on a le 8.8.8. Si je veux pinguer un pp1, pas de problème, ça fonctionne. Si je fais un exit, voilà, donc ça s'est arrêté. Hein. Si je fais un docker ps, voilà, la machine n'existe plus. On va la starter, pp1. On va recréer également avec les mêmes commandes comment dirais-je, donc l'autre machine. Hein. Donc, par contre, il faudra, vous voyez, si vous vous rappelez la commande, il faudra changer ici app2. Et tout le reste, c'est la même chose. Donc docker container lan, -nem, app2, -dit, et tout le reste hein, ne bouge pas. Et là, quand je valide, voilà. Donc si je fais un docker ps, on a bien les deux machines qui fonctionnent. Si je fais un docker attache app1 pour rentrer dans le premier conteneur, voilà. Alors si je fais un ping app2, ça fonctionne. Voilà. Voilà donc comment on procède pour pouvoir ici configurer le DNS, le fichier host et le... Alors, on a la possibilité de lier deux machines entre elles, par exemple la machine app1, la machine app2 avec la machine app1, sans que l'on ne connaisse rien des adresses IP des deux machines, comme on l'a fait tout à l'heure avec le fichier host. Alors pour voir ça, bien sûr, hein, il faut bien vous assurer hein, que les machines app1 et app2 ont été supprimées. Hein. On va donc créer la machine, alors -dit, -nem, on va créer la machine app1 sur la base de l'image alpine et le bash ce sera sh. Alors app2, attention, on rappelle la commande, mais attention, hein, on ne valide pas tout de suite. On va préciser une option en plus, l'option -link app1. Ça, c'est une façon de dire que l'on souhaite que la machine app2 soit liée à la machine app1, c'est-à-dire qu'à partir de la machine app2, on pourra travailler avec la machine app1 via son nom sans qu'on connaisse rien de son adresse IP. Ça peut être intéressant quand on a par exemple un logiciel dont une partie va tourner sur un conteneur et l'autre tourne sur un autre conteneur et on a besoin de les relier entre eux. Lorsque je valide, voilà, je fais un docker ps, j'ai bien les deux conteneurs. Si je rentre dans le premier conteneur, qu'est-ce que je fais? Docker attache, pardon. Si je rentre dans le premier conteneur app1, et si je fais un ping app2, je ne peux pas communiquer avec la première machine. Je peux d'ailleurs normalement pas communiquer avec app1 via son nom. Je vais faire, alors attention, un CTRL PQ pour me détacher. Assurez-vous bien, avec un docker ps, que vous avez fait la bonne manip et que vos conteneurs fonctionnent encore. Si je rentre dans le deuxième conteneur dans lequel j'ai fait le link, si je fais un ping app1, cette fois-ci, c'est possible de communiquer avec app1. Vous voyez, pourquoi? C'est parce que si je fais un cat /etc/aosts, vous voyez la commande link, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une entrée dans le fichier host entre app1 et 172.17.0.2. Voilà, donc là on peut faire un exit puisque je n'ai plus besoin et on peut aller arrêter la machine app2 et on va les supprimer toutes les deux parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise.
ici. Alors ça, s'il me dit ça, c'est parce que j'ai pas arrêté la machine à pp1. Docker stop à pp1. Il faut d'abord l'arrêter, la machine. Alors, on peut supprimer avec -f, on peut forcer si on veut, mais bon, c'est pas la bonne pratique, donc on arrête d'abord docker rm app1 app2. Voilà, donc je supprime toutes les deux. app2 a été supprimé. Bon, c'est parfait. Ok. Voilà. On va passer à l'explication du réseau de type none. Ça devrait être assez rapide. Souvenez-vous, quand on avait fait un Docker Network ls, on a vu qu'on avait les réseaux de type none, ici. Alors voyons, essayons de créer un conteneur qui va fonctionner sur ce type de réseau-là, docker run-d, -net, et on va lui préciser que ça doit être un réseau de type none. Égal none sera mieux. Et on va donner un nom à ce serveur. Voilà, serveur web. Et on va lui donner le nom ng. Il va faire fonctionner l'image nginx. Voilà, alors si je fais un docker ps, pas de problème, ça fonctionne bien. Si je fais un docker inspect serveur web, alors j'ai beau chercher ici, on voit pas. Alors, attendez, je vais diminuer un peu là parce que sinon je vois pas l'ascenseur. Voilà. On a beau chercher dans la machine, il n'y a pas d'adresse IP. Vous voyez, vous n'avez pas d'adresse IP dans le conteneur. Alors d'ailleurs, on pourrait faire directement utiliser un docker inspect serveur web et on pourrait envoyer la sortie qu'on vient de voir vers la commande grep. Et à cette commande grep, si vous êtes parti faire les cours sur Linux que j'ai mis en ligne, on va lui demander à ce qu'il nous recherche l'IP adresse ici à l'intérieur. Ben, il n'y en a pas. Vous voyez, regardez, IP adresse, elle est vide, vide, vide. Donc, on n'a pas la possibilité d'accéder à cette machine via le réseau. Alors, il faut y aller avec un docker attache. Et ici, on va écrire le nom de la machine qui était serveur web. Voilà, et puis là, vous voyez donc ce qu'on a exactement, ça n'a pas grand chose. Voilà, docker ps, donc là j'ai fait un CTRL C. Alors si je restart la machine, docker start serveur web. Voilà. Alors pour quelle raison on ne peut pas attacher, c'est parce que bon, il y a un process qui fonctionne, donc il va falloir y accéder avec un docker exec -it serveur web ng donc ash, pardon. Voilà. Ou alors c'est bash plutôt, c'est bash, pardon. Voilà. Donc on voit que quand on essaye de faire un docker attache serveur web, on n'y arrive pas, on est bloqué. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le processus nginx qui fonctionne. Donc là j'ai fait un CTRL C, c'est comme ça que je suis sorti. Vous voyez la commande, elle est ici. Ensuite j'ai fait un docker exec -it serveur web ash, mais ash c'est pas le shell qui fonctionne sur la machine nginx qu'on a mis en place. Donc je réécris la commande ici, docker exec -it serveur web bash. Ça me permet de rentrer via une autre console dans notre machine, serveur web qui est ici. Et là, vous voyez, si j'essaye de faire un ept-get appdet, passe pas. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas accès au réseau du tout.
voyez, donc on voit qu'on a une machine qui est isolée, sur laquelle il faut rentrer pour y faire un certain nombre d'opérations. Voilà pour le réseau non. Par Docker PS, on va supprimer ce serveur web. Donc le réseau de type non. Alors, donc, vous voyez, donc là il me dit que je n'ai pas arrêté la machine, donc on va faire "-f", allez, on le fait, hein. Docker rm serveur web "-f", c'est-à-dire qu'on va forcer la suppression d'une machine qui est en train de fonctionner. C'est pas la bonne pratique, mais bon, on est en formation et il faut savoir que ça existe. Bien. Donc le réseau de type non, c'est un réseau qui entraîne que on ne peut pas avoir accès au conteneur qui a été créé. Passons sur le réseau de type host. Alors d'abord, on va bien s'assurer que sur notre machine 127.0.0.1, avec un curl, il n'y a aucun serveur qui fonctionne. Alors, il faut bien s'assurer de ça, c'est très important, sur aucun port. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une machine Docker run -d en mode détaché, -net le réseau, cette fois-ci ça va être le réseau de type host, voilà, et on va donner un nom -m à notre machine, on va l'appeler serveur web, et elle va faire fonctionner l'image nginx. Voilà. Et maintenant, si par exemple je lance alors c'est moins, mais quand c'est pas un seul moins, c'est deux moins, voilà, il arrive, hein. Docker PS, on a bien notre serveur web qui fonctionne. Alors, tentons de voir, d'inspecter, si vous voulez, donc ce serveur web, avec la commande docker inspect serveur web, hop, grep IP adresse. Si je fais ça, tiens, constate qu'il n'y a pas d'adresses qui ont été affectées avec le réseau de type host. Alors, on va peut-être aller bien réinspecter, hein. Peut-être qu'on a fait une erreur sur la commande grep. Voilà, on a beau chercher, hein, pas d'adresse IP. Ah bon, là c'est embêtant ça, on se dit, hein, parce que on va se dire, bon tiens, donc ça signifie quoi? Ça signifie que je peux toujours pas avoir accès, et quand je suis sur le, je rappelle la commande, hein, et ça veut dire qu'avec le host également, ce serait comme le non. Alors voyons un petit peu ce qui se passe. Si je fais un curl 127.0.0.1, ah tiens, on a accès au réseau directement à partir de la machine sans avoir mappé quoi que ce soit. Si je lance un navigateur ici, et si je fais 192.168.56.4, alors pas 80-81, 4 directement, c'est 3, je crois que c'était 3. Même machine, c'était 3. Voilà. On a, non, c'est pas 80-81. Voilà. On a accès au serveur nginx. Ça veut dire quoi ça? Ça veut tout simplement dire que quand on utilise le réseau de type host, le conteneur qu'on a créé, c'est un conteneur dont tous les ports vont être confondus avec la machine locale. Si vous installez sur ce conteneur Docker un serveur nginx, alors, comme le nginx fonctionne sur le port 80 de la machine, on peut avoir accès directement à tous ces services via la machine. Et pour l'adresse IP, c'est la même chose. Et ça peut être super intéressant quand on souhaite installer des logiciels qui seront, ou des serveurs qui seront directement accessibles à l'extérieur, hein, par des utilisateurs distants sur notre machine sans qu'on passe par toutes les étapes de l'installation. Voilà pour les réseaux Docker. Il y a un autre type de réseau qui va nous intéresser, mais dont nous ne parlons pas aujourd'hui. Bien, donc là on peut supprimer cette chose-là et on peut également
alors je sais pas, docker ps, oui, donc on va arrêter notre serveur web, comme ça, et on va le supprimer. Alors docker rm serveur web. Voilà. On va s'intéresser maintenant au volume. Alors pour essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est qu'un volume. Dans un premier temps, on va d'abord créer une machine. Alors on va peut-être aller la chercher. Hop, hop, hop. Voilà, donc on va peut-être se créer une machine ici. Voilà. On va créer la machine dockerlan-dit, -nem, app1, alpine, ash. On valide. Une fois que j'ai créé cette machine, je vais rentrer à l'intérieur de cette machine. Donc docker attache app1. Et puis là, je vais créer un dossier. mkdir dossier 1. Je vais rentrer dans ce dossier. Alors, il me dit, ah c'est dossier 1, dossier 1. Voilà, je rentre dans ce dossier 1. Voilà, pwd, donc je suis bien dans le dossier 1 et je vais créer un fichier dans ce dossier .txt. Et dans ce fichier, je vais écrire quelque chose avec la commande echo fichier, pardon, echo. Il faudrait peut-être lui donner une chaîne. Bonjour, ça va. Et je vais préciser le nom du fichier. Alors, si je fais un ls, j'ai bien mon fichier. Si je fais un cat fichier.txt, ça marche bien également. Je fais un exit carrément. Je fais un docker ps. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je vais refaire un docker start app1. Voilà, je vais faire un docker attache app1. Voilà, je vais faire un ls. Le dossier existe bien, pas de problème. Voilà. Et le fichier a été conservé. Ok. Et puis bon, on peut imaginer qu'on travaille avec une base de données, hein, et on décide d'arrêter le conteneur app1 et de le supprimer. Ok, donc si je fais un docker, maintenant si je vais recréer ce conteneur, dockerlan-dit, -nem, app1, alpine, ash, voilà. Si je fais un docker ps, et si je rentre avec un docker attache dans le conteneur app1, si je fais un ls, il n'y a plus de dossier 1. Et ça, c'est un problème parce que si par exemple, soit par inadvertance, soit parce qu'il y a eu un problème système ou autre chose, il y a un conteneur qu'on supprime, bah, toutes les données vont disparaître. Et c'est là où intervient cette notion de volume, hein. Donc, je vais déjà dans un premier temps, on va arrêter notre machine, on va supprimer, allez, directement, avec un "-f", on supprime notre machine. Et là maintenant, on va recréer, si vous voulez, notre machine, on va la recréer avec une nouvelle option. Donc on rappelle, hein, dockerlan-dit, -nem, app1, alpine, ash, et on va utiliser la commande -v. Et cette commande -v, on va écrire /app1 par exemple. Alors qu'est-ce que ça signifie? On va voir dans quelques instants. Ça signifie que le dossier app1 qui va se trouver sur la machine app1
va être mappé à un dossier sur la machine hôte. Alors on va vérifier ça déjà. Faisons d'abord un docker attache à pp1 et faisons un ls. Si on regarde ici, on a bien un dossier qui s'appelle app1. Je vais rentrer dans le dossier app1 et dans ce dossier app1, je vais créer un fichier, par exemple touche fichier.txt. Et dans ce fichier .txt, je vais écrire bonjour, comme tout à l'heure, ça va. Hop. Et je vais faire fichier.txt. Comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais quasiment sortir de ma machine. Docker ps. Voilà, si je fais un docker start à pp1, et si je fais un docker attache à pp1, donc je vais faire un ls, dossier app1 est là, je rentre dans le dossier app1, je fais ls, le fichier est là, j'affiche le contenu du fichier avec un cat, bonjour, ça va, bon, voilà. Je vais maintenant supprimer le conteneur app1 et je vais faire un "-f", hein, puisqu'il est en fonctionnement. Et je vais le recréer. Alors je vais le recréer bien évidemment avec "-v" app1. On va voir qu'est-ce que ça va nous permettre d'avoir. Je valide. Si je fais un docker attache à pp1, si je fais un ls, alors j'ai app1, si je fais un cd à pp1, voilà, si je fais un ls, il n'y a rien qui apparaît, absolument rien. On est un peu sous le choc, hein, on va dire. Hein. C'est-à-dire que là, avec le "-v, on ne parvient pas à retrouver nos informations. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Je recommence. Hop. Donc là, si on regarde ce qu'on vient de faire maintenant, là, docker ps. Alors je redémarre la machine hein, que je viens de créer, un docker start à pp1. Bien. Si je fais un docker ps, bon, je constate que la machine à pp1 est bien démarrée. Si je fais un docker attache à pp1, et si je fais maintenant un ls, bon, je constate que le dossier app1 est bien là. Si je vais sur app1, ls, il n'y a rien à l'intérieur. Donc j'ai bien créé ici un conteneur avec l'option "-v". Ok, je vais donc créer un fichier ici, fichier.txt. Et dans ce fichier.txt, je vais lui préciser bonjour, ça va. Et je balance ça sur fichier.txt. X. Voilà. Je vais faire un exit. Et avant de détruire la machine, je vais quand même aller voir avec un docker inspect à pp1. Et quand je fais un docker inspect à pp1, si je remonte dans tout en haut du fichier, on va le parcourir doucement, je vais trouver quelque part, on descend, voilà, hop, alors, les datas, c'est pas ici, voilà. Ici, on constate une chose, on constate que on a mappé le dossier app1 qui se trouve sur le conteneur. Il va être mappé avec un dossier qui se trouve quelque part sur le disque dur. Alors je récupère, vous voyez avec un copier, hein, je récupère ce chemin-là. Je fais un clear et sur la machine réelle, je vais faire un cd. Alors peut-être si vous n'avez pas bien vu, hein, je reviens, quoique là vous pouvez revoir avec la vidéo. Hein, donc je suis allé jusqu'à
Mons. Hein, il faut trouver Mons. Et là, vous avez la destination sur le conteneur et la source. Donc j'ai récupéré tout ça. Alors, pas les guillemets. Hein. Hop. Et là, si je fais un CD à ce niveau-là, et je colle ici pour entrer dans ce dossier, bon, permission non accordée. Pourquoi? C'est parce que dans le conteneur, on est en route et là, on ne l'est pas. Donc, on va faire un sudo à ce niveau-là et on va faire un sudo cd. Ou un sudo, on va passer plutôt en mode... on va faire sudo su, ce sera mieux. Et on va faire un cd à ce niveau-là et je colle. Voilà. Et je vais faire un ls. Et là, bah tiens, fichier.txt, il est là. Je sais pas pourquoi, bonjour, ça va, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est pas grave. Le fichier .txt, il est ici. Vous voyez? Donc, ce chemin-là, on va le conserver, ce chemin-là, dans le presse-papier. Attention, hein, conservez-le dans le presse-papier. On va faire un clear ici. On va faire un cd tilde pour revenir à la racine. On va faire un exit pour sortir du mode commande. On va faire un docker attache app1 pour revenir dans le... Ah oui, il s'est arrêté, donc on va le démarrer, hein, start app1. Et on va faire un docker attache app1. Et là, si je fais un ls, je rentre dans app1, je fais ls, pardon, je fais un cat, ah oui, c'est là où j'avais fait fichier.txt, c'est là où j'ai dû faire un, voilà, donc je recommence ici, hein, echo, bonjour, ça va, voilà, le symbole supérieur que j'ai du mal faire, c'est pas grave, voilà, txt, ls, cat fichier.txt, voilà, donc le fichier fonctionne bien. Si je fais un exit, voilà, si je passe avec un sudo su, et si je fais cd, je colle le chemin, ls, si je fais un cat fichier.txt, voilà, donc on a bien le contenu ici. Et même chose, hein, si je fais une modif ici, elle va se retrouver dans le fichier exit, clear, et c'est parfait pour cette partie. Donc, je vais maintenant supprimer le conteneur app1 -f, voilà, et je vais le recréer, mais cette fois-ci, je vais préciser ici une chose importante. Vous voyez devant le -v, je vais coller tout le chemin de tout à l'heure. Je vais le coller, voyez, et je vais mettre 2 points juste après le data, puisque ce chemin-là, c'est dans ce chemin qu'il y avait le fichier, et je le map avec app1. Je valide, je rentre dans ce nouveau conteneur que j'ai créé, je fais ls, je fais cd app1, app1, si je fais un ls, et si je fais un cat fichier.txt, on a bien... qu'est-ce que je fais moi? Je fais un cat, fichier.txt, on a bien le contenu qu'on retrouve ici. Donc vous voyez, au niveau de la commande -v, quand on crée un nouveau conteneur, il faut bien préciser le chemin. Et là, on est quand même emmerdé, parce que si à chaque fois, il faut se souvenir de ce chemin, c'est un peu embêtant. Donc on va voir une autre façon de mapper un conteneur. Hop, et on peut aller supprimer, bien évidemment, le conteneur app1. Alors, pour éviter d'avoir à se souvenir du long chemin, donc on a supprimé le conteneur app1. Alors, ce qu'on peut faire, vous voyez, on va recréer un nouveau conteneur. On va supprimer tout ce chemin. Voilà. Voilà. Donc, on va recréer un nouveau conteneur.
Donc toujours, alors faut pas valider tout de suite, hein, docker run -dit -m app1 -v /app1 alpin ash. Mais ce nouveau conteneur, on va préciser que le dossier /app1, on va le mapper sur notre machine par rapport, par exemple, au dossier /volume 1. C'est-à-dire que là, on va lui préciser un chemin sur notre machine, carrément. Et donc ça, c'est intéressant parce que si je lance la commande, si je rentre, d'abord si je fais un ls ici, si je fais un cd slash, si je fais un ls, ici on constate que volume 1 a été créé sur le disque. Et donc, si par exemple je fais un docker attache app1, voilà, si je rentre dans le dossier app1 et que là je crée un fichier.txt par exemple, et que dans ce fichier j'écris quelque chose, bonjour par exemple, supérieur à fichier.txt, hop, donc on peut aller voir ce qu'il y a comme contenu ici, voilà, je sors, et si je fais sur la machine locale, si je fais un sudo /cat /volume 1 /fichier.txt, on voit que bonjour a bien été conservé. Là, c'est quand même plus intéressant parce que maintenant, si on supprime la machine app1, si je recrée une machine en précisant juste ce chemin, si je rentre dans la nouvelle machine qui a été créée, et si je vais dans app1, je constate que le fichier a été conservé. Voilà pour les volumes et la persistance de données. Alors, bien plus de choses à dire. Bon, là, vous pouvez aller consulter la doc, mais moi, pour ma formation, ça me suffit. C'est déjà pas mal. Donc, on en a fini avec les volumes et les réseaux sur Docker. Et donc, place aux travaux pratiques que vous allez trouver sur le site de formation à distance. Allez, on peut supprimer déjà ce conteneur app1. Voilà, c'est parfait.